Bonjour à tous et bienvenue à ce live de Vie ma vie d'architecte d'intérieur. Je vais me présenter, je m'appelle Elsa. Moi j'ai 13 ans d'expérience dans le milieu d'architecture intérieure et grâce à ce live, je vais vous expliquer un peu l'envers du décor, vous expliquer quel est mon métier, et bien sûr répondre à toutes vos questions. Donc il y a un chat, n'hésitez pas à participer. Moi, je vois en ligne déjà que vous êtes 27 connectés et donc voilà, donc si vous avez des questions à tout moment, j'essaierai d'y répondre et j'espère que grâce à ce live, je vais vraiment vous apporter la connaissance de ce métier et peut-être des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Pardon, voilà. Déjà, on va faire des petites vérifications techniques. Si vous pouvez me dire dans le chat que tout le monde me voit et m'entende, ça serait bien. Ensuite, on passe, désolée, on va faire connaissance. Donc, si jamais vous avez envie de me faire part de là où vous venez et de là où vous en êtes dans votre projet. Bonsoir Yas, bonsoir Fabienne, bonsoir Clem, bonsoir Anaïs. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Donc si jamais vous voulez participer, ok, merci. Je vois que tous les sons et l'image sont nickel. J'imagine que vous en êtes au début et donc c'est bien pour ça qu'on se pose toutes ces questions. Donc on va commencer. Je vais vous expliquer le sommaire de ce live. Donc la première question qui est la plus courante, c'est quelle est la différence entre architecte d'intérieur et un décorateur. Donc je vais vous expliquer. Ensuite, pourquoi devenir architecte d'intérieur? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Sous quel statut vous allez pouvoir exercer? Comment vous allez vivre de votre métier? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de façons différentes. Quelle est la journée type? Comment on gère les relations avec les entrepreneurs et avec les clients? Comment on construit son réseau? Est-ce que c'est mieux de travailler à son compte ou c'est mieux de travailler en entreprise? Quelle est la charge mentale? Comment la gérer? Les histoires d'assurance. Est-ce que je prends un associé ou pas? Et une question qui revient beaucoup, est-ce qu'il faut savoir dessiner? Et vous inquiétez pas, si vous avez des questions aussi, il y aura des moments de pause entre les slides, entre les chapitres, où vous allez pouvoir poser toutes ces questions. Je vérifie juste sur le chat, pour l'instant tout va bien, je vois que tout fonctionne, c'est parfait. Alors, d'abord je vais vous expliquer mon parcours et ce document que vous allez avoir aussi, c'est peut-être un exemple de CV parce que souvent les CV dans nos métiers, c'est pas mal de les illustrer. Donc moi j'ai mis 2 petites vignettes d'un hôtel sur lequel j'ai travaillé, mais ça peut être une bonne idée pour vous de reprendre ces choses-là. Le mien là-dessus, il n'est pas très détaillé parce que j'ai 13 années d'expérience, mais souvent c'est bien aussi de rentrer dans les phases. Et donc, pour vous expliquer mon parcours, je suis diplômée de l'école Camando et ensuite j'ai été travailler en agence. Et donc, j'ai travaillé à Londres chez Norman Foster, donc c'est un cabinet d'architectes, mais il y a aussi des projets d'architecture intérieure, donc j'ai fait de l'aménagement, de penthouse, loft, etc. J'ai travaillé sur des projets d'hôtels, là c'est une autre agence qui s'appelle Christophe Pillet, qui est un designer aussi. Donc là c'est un hôtel qui a été construit, qui est à Bodrum, en Turquie. Voilà, c'est de dessiner, là ce que vous voyez c'est les aménagements extérieurs, mais il y avait aussi de l'intérieur. J'ai travaillé dans l'agence de chez Jean-Michel Villemotte, qui est aussi un grand architecte parisien. Donc, il y a des architectes intérieurs qui travaillent avec les architectes. Et donc là, c'était un projet d'hôtel. Où là, j'ai tout dessiné et réalisé en 3D. Et après, ça part en construction. Et je fais aussi des projets à mon compte. Donc là, vous pouvez voir une rénovation d'une maison où il y a une petite 3D que j'ai réalisée à côté. Et une autre maison, un chantier qui est en cours également. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en archi, on a plein de façons de représenter son identité et ses projets. Donc voici la mienne, mais ne vous bloquez pas en voyant ça. C'est pas parce que moi je fais d'une façon que c'est la vérité, entre guillemets. Donc, est-ce que vous avez des questions à partir de ça? Je vais vous laisser quelques secondes peut-être. En fait, à chaque fois que je vais finir un chapitre, il y aura un moment pour des questions. Donc, je ne vois pas de questions, donc on va passer à la suite.
Donc, la première chose, quelle est la différence entre un architecte et un décorateur d'intérieur? Et c'est vrai que c'est une question qui revient très fréquemment. Et même dans notre métier, c'est difficile de faire la différence. Et parfois, les architectes d'intérieur se sentent insultés d'être décorateurs. Moi, je trouve que c'est faux parce que décorateur, c'est un très beau métier. En gros, le décorateur... Alors, attendez, il faut que je change la présentation. Médaillon. Donc ça, c'est des projets d'architecture intérieure. L'architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les volumes, il recrée des volumes. Donc ici, par exemple, il a recréé un escalier, il a cassé le plafond, il a ouvert. Ici, pourquoi j'ai mis un architecte d'intérieur? Parce qu'ils ont dû faire des marches. Donc l'architecte, en fait, c'est vraiment des travaux plus conséquents. Il touche à la structure de la pièce, il peut déplacer une salle de bain, il peut déplacer une cuisine. Voilà, c'est l'architecte d'intérieur, il fait ce genre de choses, il redistribue, il refait l'aménagement. Alors que le décorateur, mais qui est un très beau métier aussi, lui ne va pas toucher à la pièce, mais il va s'attaquer aux matériaux et à la décoration. Et ça peut relooker complètement, vous voyez, si on compare une pièce blanche avec une pièce comme ça, voilà, ça n'a plus rien à voir. Et c'est un métier qui est dans le détail et dans le souci de l'éclairage, des mobiliers. Et évidemment, l'architecte d'intérieur peut ou non intervenir sur la décoration, il peut travailler avec un décorateur ou il peut faire le tout. Est-ce qu'il y a des questions? Pouvez-vous remettre la première slide? Alors, de toute façon, vous allez avoir le document après. Donc, je ne vais pas revenir en arrière parce que ça va nous faire perdre trop de temps. Sauf si c'est celle-ci et celle-là. Mais vous allez avoir le document après le live, donc pas de souci. Je vais répondre aussi au fait que si je suis salariée ou indépendante, on va y venir après. Et si ça vient de couper, je vous invite à recharger la page. Normalement, il n'y a pas d'autres problèmes de connexion. Donc, alors le nom des designers d'intérieur de ces slides, ça c'est Patrick Join qui a fait ça. Ça c'est Festen. Ça c'est Dimore Studio. C'est des designers italiens. Voilà. Exactement, les YAS, les décorateurs d'intérieur ne touchent jamais aux fondations, c'est tout à fait vrai. Designer d'intérieur, designer c'est le mobilier, c'est une question qu'on me pose à l'instant. Le designer, lui, c'est pas d'intérieur, c'est de mobilier, sinon c'est un décorateur ou un architecte. Quand on parle de designer d'intérieur, on parle de décorateur. Non, le design, c'est le dessin des meubles. Donc, si on fait un design d'intérieur, c'est un design d'espace, donc c'est de l'architecture intérieure, sauf si on fait de la décoration. Le design d'intérieur ressemble à un architecte d'intérieur, oui, si on veut, mais le mot design d'intérieur ne s'utilise pas vraiment. Après, bon, il n'y a pas de règle. Bon, on va avancer sur cette question. De toute façon, on pourra y revenir après. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, une autre question avec une présentation ajustée. Pourquoi devenir architecte d'intérieur? Alors, pardon. Pourquoi devenir architecte d'intérieur? Alors, parce que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Parce qu'il y a beaucoup de facettes dans le métier. Il y a une phase de création, une phase de conception. Donc, on va dessiner, on va réagencer. Ensuite, il y a la phase de sourcing où il faut se tenir au courant de tous les matériaux. Il faut aller chercher dans les showrooms, il faut se déplacer. Et après, il y a une phase de gestion de chantier. Donc, c'est encore autre chose. Donc, voilà, on a vraiment des journées très différentes au fur et à mesure des projets. Il y a beaucoup d'étapes. Ensuite, c'est un métier qui rémunère bien. C'est-à-dire que, bon, au début de la carrière, ça commence avec un salaire qui est tout à fait correct et qu'on soit en indépendant ou en agence, c'est des salaires qui sont vraiment, vraiment bien parce que souvent, c'est des projets haut de gamme parce que ça va de soi, en fait. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas forcément la place pour un décorateur ou un architecte d'intérieur. Donc voilà, donc c'est un métier de ce côté-là qui est chouette. Et surtout, c'est un métier passion. Et en général, les gens qui font ce métier ne le font pas par hasard. Et j'imagine que tous ceux qui sont connectés en ce moment sont très intéressés. Je vois que Yas dit « j'adore ce métier », mais je te rejoins Yas, moi aussi j'adore. On va passer à la suite. Donc, quelle qualité faut-il avoir pour exercer ce métier? Alors, hop là.
Donc, pour exercer ce métier, déjà, il faut être très organisé parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, il vaut mieux être quelqu'un qui fait des listes, qui se souvient des choses, qui prend des notes, qui a des carnets, parce que sinon, ça devient vite le bazar. Donc, c'est vraiment une chose qui doit être assez facile pour vous d'être organisé. Sinon, vous pouvez être vite débordé parce que il faut se rappeler de tout et tout noter. Ensuite, il faut être quelqu'un de dynamique parce que il faut pouvoir aller sur le chantier, il faut pouvoir relancer les clients, relancer les entrepreneurs. C'est vous qui êtes le moteur du projet. Donc, faut savoir que c'est un métier, voilà, on est très dynamique. Il faut être autonome, il faut pouvoir avancer le projet sans qu'on ait à vous le demander, même si on est en agence. Il faut pouvoir prendre des initiatives parce que de toute façon, c'est de la création, donc ça doit venir de vous. Il faut avoir le sens des responsabilités parce qu'on fait des achats pour les clients, on prend des décisions pour les clients, donc il faut assumer ses responsabilités. Il faut être flexible parce que on est souvent avec beaucoup d'intervenants, que ce soit le maçon, l'entrepreneur, le client, les gens ils changent d'avis. Il y a des choses qui sont pas toujours possibles, il y a des prix qui augmentent, des choses qui sont pas disponibles. Donc voilà, il faut vraiment être souple, pas bloqué. Et bien sûr, il faut aimer le contact avec les gens parce qu'on est tout le temps avec des gens en fait quand on fait ce métier. Alors, Yas, je vois que tu demandes combien de fois il faut se rendre au chantier pour un projet. Eh bien, ça dépend des phases et du chantier. Mais tu peux te rendre tous les jours en début de chantier. Enfin, plus tu y vas, mieux c'est. Si tu y vas une fois par mois, c'est sûr que les gens, ils vont... En fait, c'est pas... Tu donnes un plan et les gens, ils construisent derrière comme ça. Il faut vérifier parce qu'en général, c'est une équipe. Donc, il y a la personne qui va dire à un autre gars de gérer son chantier et l'autre gars, il va passer l'information et entre-temps, ta prise, elle était en haut du mur. Le lendemain, t'arrives, ta prise, elle est en bas du mur. Donc, en vrai, un chantier, il faut y aller tout le temps si tu peux. Après, ça dépend quel type de chantier, quelle taille, quelle localité. Il y a des chantiers qui se font à distance avec WhatsApp. Enfin, voilà, c'est... il faut aussi un côté commercial pour trouver ses clients et faire ça comme. On va y venir après, mais tout à fait, Laurence. Exactement. Et on va y venir ensuite. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Si vous avez d'autres questions, ça prend combien de temps pour devenir architecte d'intérieur? Alors, déjà, il y a les études. Moi, j'ai fait un diplôme qui était en 5 ans. Il y a des écoles qui proposent des diplômes qui sont plus courts que ça, même des formations en ligne. En fait, en vrai, je pense qu'en 1 an en formation, c'est possible. Après, architecte d'intérieur, si toute ta vie, tu as une passion pour ce métier, tu l'es peut-être déjà et tu as juste besoin d'avoir des connaissances de logiciels, des connaissances un peu plus techniques et d'organisation. Mais voilà, c'est un métier qui se fait, en fait. Donc c'est un métier... en étant sur place et du coup parfois on devient architecte d'intérieur en refaisant sa maison et on a une passion et hop voilà, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, donc faut pas vous inquiéter, faut pas vous complexer, ça vient doucement. C'est sûr qu'il faut maîtriser les plans, ça c'est la seule chose qu'il faut vraiment apprendre et puis ça s'apprend en faisant voilà. Alors, attendez, il y a beaucoup de questions. Un côté commercial. Tu as parlé de bons salaires. Qu'est-ce que ça veut dire? On y viendra après. Pour les salaires, on y viendra à la toute fin. Moi, je peux pas vous donner de chiffres. En fait, ça veut plus rien dire quand j'ai commencé il y a 10 ans, mais on en reparlera à la fin des salaires. Faut-il être bon en maths? Non, pas forcément. Juste un plan, c'est pas forcément des maths. Vous pensez quoi de l'école LISA? C'est une très bonne école, l'école LISA. Avec 1 an, les assurances ne veulent pas nous assurer. On va en parler aussi des assurances après. Quelles sont les meilleures formations? Les meilleures formations, ça dépend où vous en êtes, si vous êtes en reconversion ou si vous êtes au début de vos études. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas tellement la formation qui fait l'architecte d'intérieur, c'est ce qu'il fait, c'est sa personnalité et c'est ce qu'il réalise. Quelle que soit votre formation, si vous êtes complètement passionné et que vous êtes sérieux et que vous êtes quelqu'un avec qui on peut faire confiance, voilà, c'est pas l'école qui fait de vous le meilleur... Ok, l'école EDA, je connais pas, mais j'imagine que c'est très bien. Vous pensez quoi Alors, il faut pas me demander tous les noms des écoles. Moi, je suis pas une experte en
en nom d'école, mais pour avoir croisé pas mal de gens de différents univers, voilà, on se retrouve à la même agence et on a tous fait des écoles différentes, donc faut pas vous complexer. Faites ce qui est pratique pour vous, où vous vous sentez à l'aise, et avec ça, vous aurez les meilleures chances de votre côté. Et ce qui est plus important pour moi que les formations, c'est l'expérience. Aller faire des stages, aller travailler en agence, aller travailler avec des amis, aller visiter les chantiers, c'est ça qui est plus fort que l'école, moi je trouve, c'est l'expérience et la transmission. Voilà. Ensuite, on va passer à quel est le statut pour exercer? Grande question. Donc, le statut. D'abord, quand vous aurez fait votre formation, il y a le premier, le plus simple, c'est d'être salarié en entreprise. Donc voilà, vous signez un CDD ou un CDI. C'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite, il y a le statut auto-entrepreneur, donc micro-entreprise. Vous créez votre micro-entreprise. Il me semble que le plafond, il est à 70 000 €, donc vous avez le temps avant de le dépasser. Il est très bien aussi, ça vous permet de travailler en freelance. Alors attention au salariat déguisé. Si une entreprise vous demande d'être présent tous les jours avec un statut auto-entrepreneur et à temps plein avec des horaires, ça c'est du salariat déguisé, donc faut pas vous laisser faire. En revanche, si ça vous convient et que vous souhaitez quelque chose de très flexible, auto-entrepreneur, c'est très bien. Ça vous permet aussi d'avoir vos propres clients. Donc vous avez totale liberté. Et après, le dernier statut pour exercer, c'est en société, donc SARL ou SASU. Et donc la société, forcément, il y a beaucoup plus d'impôts, donc faut savoir qu'on passe à ce statut-là une fois que on a quand même une certaine activité lancée, sinon c'est pas très intéressant pour vous. Alors, je regarde les questions. Alors, pour trouver des stages, si on n'est pas dans une école, on reviendra sur cette question à la toute fin. Tu pourras la reposer, mais tu peux quand même envoyer des demandes de stage par mail. Il n'y a pas besoin forcément d'être dans une école. Tu fais un stage non conventionné, simplement. Alors, je fais 2 spécialités, prépa artistique et décor intérieur. Et c'est très bien. De toute façon, tu peux faire plusieurs choses. Moi, je suis architecte d'intérieur, je suis aussi designer. Il y a plein de gens qui ont plusieurs choses en même temps. Ouh là là, attendez, trop de questions. Si j'ai fait bac pro merchandising visuel, est-ce que je peux être architecte? Tu peux, il n'y a pas de problème. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'un architecte d'intérieur peut prendre un projet de la conception à la réalisation, c'est-à-dire des grosses œuvres au corps d'état? Tout à fait. Alors après, s'il y a du gros œuvre, il peut être accompagné. S'il y a un permis de construire, il le fait signer par un architecte. Moi, ça m'arrive de travailler avec des ingénieurs, avec des bureaux d'études et avec des architectes et de faire des chantiers de A à Z. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Après, vous pouvez pas tout faire, en fait. Chacun sa spécialité. L'architecte, il est architecte. L'ingénieur, il est ingénieur. Le bureau d'études, il fait son boulot. Donc, mais vous pouvez tout à fait accompagner un projet du tout début à la fin. Moi, ça m'est arrivé de refaire des façades de maisons avec l'architecte parce que ça correspondait plus à l'intérieur, donc on a refait ensemble. Alors ensuite, SARL ou ERL. Alors moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai pas encore ma société. Je suis encore en auto-entreprise, donc je peux pas trop vous conseiller là-dessus. Quel statut lorsque l'on veut acheter et revendre du mobilier? Je réponds à cette question après. Alors, étudiante en décor, plan suivi de chantier, électricité et plomberie, comme ça j'ai l'impression... Alors, Peggy, ta question est trop longue. On va pas avoir le temps, là, il faut faire plus court. Alors, Chiara, j'ai fait un diplôme d'état architecte. Puis-je faire de l'architecture intérieure sans formation supplémentaire? Si tu te sens de faire de l'architecture intérieure, oui, mais je te conseille, surtout si tu prends l'assurance, je te conseille de faire une petite formation quand même si tu es architecte, mais c'est un niveau de détail que tu n'as pas forcément vu. Donc, Chiara, je te conseille une petite formation, mais légalement, je crois pas qu'il y ait de problème. Alors, Loubna, la formation 1 an est-elle suffisante ou recommandez-vous tout de même les 5 ans d'études? Alors, les 5 ans d'études, si vous avez 20 ans, je recommande les 5 ans d'études parce que déjà, c'est des études qui sont trop sympas à faire et c'est vrai que c'est très créa. Mais si vous êtes déjà dans la vie pro et que vous n'avez pas forcément le temps de faire 5 ans,
Un an, c'est plus court, mais vous apprendrez sur le tas. Donc, c'est vraiment 2 écoles. Si vous faites la formation en 5 ans, vous avez aussi le réseau de l'école, vous avez les concours. Voilà, c'est plus un truc d'étudiants. Mais une reconversion, une formation en 1 an, elle est très bien aussi. Alors, je suis en pleine reconversion. Dois-je faire une formation déco intérieure? Quelle formation? Je ne peux pas vous conseiller de formation. Je sais qu'il y en a une ici. Il y en a qui vont venir. Mais alors moi, je peux pas du tout vous recommander de formation. N'y a-t-il pas une histoire de mètres carrés pour avoir un projet à marché intérieur? Oui, Laurence, il y a une histoire de... je crois que c'est 80 mètres ou 180 mètres carrés pour pouvoir faire une maison sans permis. Attention, il y a des histoires de fondation, de structure, c'est ça. Mais en fait, ne jamais s'attaquer à un projet, quand on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Si vous voyez qu'il y a des choses, des murs porteurs, des choses que vous maîtrisez pas, faut surtout pas y aller. Est-ce qu'il a le droit d'obtenir? C'est l'architecte qui prend le permis de construire. Alors, bon, on va arrêter avec les questions, on va continuer parce que sinon on ne va pas avancer. Le réseau, on va y répondre. Et le 150 mètres carrés, voilà, merci Johanna. C'est 150 mètres carrés pour faire sans permis. Alors, comment vivre de son métier? Alors, comment vivre de son métier? Donc, la première chose, c'est en travaillant en entreprise, en freelance. Dans ce cas, on facture à la journée. Ne vous faites pas avoir, ne facturez pas à la mission. Parce que facturer à la mission, ils vont vous dire j'ai un projet, il y en a pour 5 jours. En vrai, vous allez travailler 10 jours. Donc, attention, donnez votre tarif à la journée. Et attention au salariat déguisé. Le freelance, c'est du freelance, c'est pas du salariat. Sinon, on vit de son métier, donc on l'a vu tout à l'heure, en travaillant en entreprise de façon permanente, c'est-à-dire en CDD ou en CDI. Et aussi, on en vit en travaillant à son compte pour un réseau de clients. Alors effectivement, créer son réseau, c'est compliqué, mais on va en venir par la suite. Sommes-nous obligés d'avoir des connaissances dans le domaine avant de se lancer dans l'architecture? Pas du tout, j'y connaissais rien. Donc, il faut s'y intéresser. Enfin, moi, j'ai commencé à 20 ans, donc c'est pas pareil, mais il faut que ça vous intéresse. Il faut quand même mais non, on n'est pas obligé d'être très, très, très calé. Alors, journée type et organisation. Alors... Donc, déjà, avant de faire la journée type, je vais vous expliquer les phases des projets, parce que la journée type, elle va changer selon ces phases. Donc, à la phase, vous avez déjà sûrement entendu parler d'un APS, avant-projet sommaire. Donc, c'est une phase de préconception. Donc, en fait, là, on commence à ébaucher un plan, à prendre le brief du client, peut-être à rechercher des matériaux. Voilà, donc ça, c'est une phase où on est beaucoup plus au bureau, un peu dans les showrooms. On commence à planifier ce qui va se passer. Une fois que ce projet, il est validé par intention, donc il n'est pas vraiment dessiné dans le détail, c'est plutôt là il y aura la cuisine, là il y aura la salle de bain, là il y aura un miroir, là il y aura du carrelage, etc. On rentre dans un avant-projet détaillé. Donc l'avant-projet détaillé, on commence à faire des dessins précis. Mon carrelage, il est de 30 par 30. Mon lavabo, il est à telle mesure, etc., etc. Donc là, on commence à tout dessiner pour tout valider. On se rend compte que ça tient pas, on va mettre de l'autre façon, etc., etc. Ensuite, on passe à la phase DCE. Donc la phase DCE, c'est la moins funky entre guillemets parce que il faut dessiner les plans de réalisation. Donc on est beaucoup devant l'ordinateur, mais bon, en même temps, c'est pas mal parce que on se rend compte de la réalité de ce qu'on fait et c'est très rigolo après de comparer les dessins, les plans avec le projet quand il est terminé. Et donc après, il y a la phase de chantier. Donc la phase de chantier, elle est tout le temps ponctuée, il faut suivre le chantier, c'est-à-dire aller sur place, vérifier, mais il y a toute une logistique à gérer de livraison, de commandes, de suivi, de paiement, etc., etc. Le plan, il va changer pendant le chantier, enfin voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Et donc la journée type, classique, par exemple en agence, ce qui se passe souvent, c'est que le matin, vous allez sur le chantier, vous allez vérifier que tout ce que vous avez fait a été mis en place, vous allez vérifier qu'ils ont bien mis les prises où vous les avez dessinées, que les raccords ils sont bons, que le bon matériau a été appliqué. Et pour avoir fait beaucoup de chantiers, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ne jamais croire sur parole et toujours vérifier. Quand on vous dit, par exemple, le carrelage, il est dans le camion, il n'est pas sur le chantier, mais on le montrera tout à l'heure, il faut descendre dans le camion, vérifier.
parce que moi, ça m'est même arrivé qu'on me mélange les carrelages et qu'on les mette pas au bon endroit. Après, quand c'est collé, c'est collé. Donc voilà, c'est toujours vérifier, ne jamais donner une info à quelqu'un qui la transmet, mais le faire soi-même. Voilà, faut être un peu un chien de garde sur un chantier, malheureusement, mais bon, parce que forcément, il y a beaucoup de gens et ils n'ont pas tous les bonnes infos. Donc c'est votre boulot de le faire. L'après-midi, en général, vous rentrez du chantier et là, il y a des rendez-vous administratifs. Vous pouvez avoir besoin de passer un showroom, vous pouvez avoir le client qui passe, vous pouvez avoir de la conception à mettre à jour ou un nouveau projet qui commence en même temps ou à faire une 3D. Donc voilà, la journée type. Donc je vais voir s'il y a des petites questions. Alors, sommes-nous obligés d'avoir des connaissances? Ok, la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours vérifier, je ne crois que ce que je vois. Alors, ensuite, des questions. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de questions pour le moment. Alors, comment gérer la relation entre entrepreneur et client? Donc c'est pas hyper facile tout le temps. Donc moi déjà la première chose que je peux vous recommander, c'est de garder une distance professionnelle, que ce soit avec l'entreprise ou que ce soit avec le client, même si c'est vos copains. Essayez de la jouer très pro. Si c'est des gens que vous connaissez pas, ne passez pas forcément au tutoiement. Mettez de la distance, parce que le jour où ça se passe pas bien, le jour où vous n'êtes pas d'accord, ça permet un peu de garder son calme, de pas monter dans les tours. Et oula, je vois des questions, je réponds après. Donc voilà, donc garder une distance professionnelle qui permet de rester courtois. Et je viens à la suite, donc il faut toujours rester courtois. Même si quelque chose vous énerve, prenez du recul, revenez répondre après, parce que parfois on peut ne pas être d'accord et faut surtout pas s'énerver ni avec l'entrepreneur ni avec le client après votre projet, c'est pas terrible. Il faut savoir de quoi on parle. Par exemple, si on vous demandait de poser un carrelage, vous arrivez, vous demandez les joints rectifiés, par exemple, ou des coupes d'onglets. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des joints rectifiés. Ça veut dire que c'est des joints. Le carrelage, il est recoupé super droit. Comme ça, vous pouvez avoir des joints de 1 mm d'épaisseur. Des coupes d'onglets, c'est-à-dire que au lieu, quand ça fait un 45 degrés comme ça, au lieu d'avoir une grosse baguette, vous avez une coupe à 45 degrés. Donc, en fait, quand vous avez un angle sortant, c'est bien posé, c'est pointu. Et donc, quand on arrive devant un carreleur et qu'on lui explique ça, il vous prend au sérieux, il sait de quoi on parle. Par contre, donc il faut se renseigner, mais il faut aussi savoir qu'on ne maîtrise pas tout. On n'est pas carreleur, on n'est pas maçon, on n'est pas électricien. Donc il faut aussi être humble là-dessus et laisser parler l'artisan, laisser le client donner son avis, écouter tout le monde et toujours reconnaître quand on ne sait pas quelque chose, parce que c'est dans l'intérêt du projet. On n'est pas là pour faire son show, on est là pour faire avancer le projet. Donc il faut avoir une très bonne écoute du client, il faut savoir et des artisans. Il faut toujours être ouvert à la discussion, même si on vous demande un truc que vous pensez ça sert à rien, il faut quand même mieux l'écouter, le laisser parler et après vous démontrer. Et se faire respecter par son professionnalisme, c'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un qui est complètement pas professionnel du tout ou qui vous parle mal, ou qui vous respectent pas, la meilleure chose à faire pour vous faire respecter, c'est de ne pas se rabaisser à leur niveau et de rester extrêmement pro. Et ça, je peux vous dire que ça calme tout le monde. Donc on va voir juste s'il y a des petites questions. Alors, combien de projets je gère en même temps? Généralement, ça dépend des périodes et ça dépend de la taille des projets. Ça m'est arrivé de gérer 3-4 projets en même temps et parfois quand ils sont très gros, j'en refuse et j'en prends qu'un seul. Ça dépend de mes capacités. Quand je dis 3-4, c'est que un studio, par exemple, qui est en fin de livraison, un appartement en début et une maison que je fais à distance. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ensuite, peut-on suivre plusieurs projets en même temps? Donc oui, tout à fait, mais attention à ne pas vous coller une surcharge de travail. Il faut que ça soit possible pour vous. Comment se retirer d'un projet si les limites sont dépassées ou manque de professionnalisme? Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que en général, mes projets, je les cadre et les honoraires, je les cadre par phase, c'est-à-dire avant-projet, sommaire, avant-projet détaillé, etc., etc. Et je me fais régler mes honoraires par phase de travail. Donc en fait, si par exemple le client il est imbuvable et qu'on est arrivé juste à la phase 2, et bien à la phase 2, vous donnez le projet, vous avez travaillé, vous êtes payé.
et vous vous retirez du projet. Et moi, c'est ma façon de faire. Après, je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus clair aussi pour le client de demander à facturer par phase et par quantité de travail que quand on dit un gros pourcentage sur le montant des travaux, ce qui peut être super flou pour tout le monde. Et en plus, si ça se passe pas bien, à la fin, vous pouvez ne pas être payé. Enfin, voilà. Donc, moi, je vous encourage à marcher par phase. C'est transparent. Et comme ça, si jamais vous sentez que c'est une horreur, ce chantier, bah, vous dépatouillez. Voilà. Alors... Ouh là là, plein de questions. Comment se préparer pour un entretien d'admission à une école d'archi? Il faut faire... moi, j'avais un dossier de dessin j'avais passé un concours où je devais faire des maquettes et des dessins. Et je pense pour te préparer pour ton entretien... il faut juste te renseigner, expliquer quelle est ta passion, pourquoi tu as envie de faire ça, qu'est-ce que tu as vu, regarder voilà tout ce qui touche à cet univers et tout ce qui t'intéresse. En fait, quand on recrute un étudiant, on veut qu'il soit intéressé, c'est ça le principal. Donc si tu montres que tu es passionné, c'est gagné. Ensuite, combien de temps mettez-vous pour réaliser un projet pour une pièce de vie par exemple? Alors ça veut rien dire parce que ça peut être un projet pour 1 an comme un projet en 3 semaines. Une pièce de vie, ça veut rien dire non plus parce que est-ce que ta pièce de vie, tu casses le sol, tu refais ta cuisine et tu refais le plafond, ou est-ce que tu mets juste un coup de peinture et tu changes 3 meubles? Ça dépend de ce que tu fais. C'est impossible à dire, mais le temps, si tu veux, tu peux le quantifier avec le temps de conception, 1 semaine, 2 jours, 3 semaines, je sais pas. Ensuite, il y a le temps des commandes de matériaux, et après, il y a les temps de mise en œuvre du chantier. Donc là, tu pourras te rendre compte combien de temps ça prend. Mais ça, c'est vraiment impossible à dire sans voir la pièce, sans voir le projet. Comment gérer un projet à distance? Alors, on gère un projet à distance avec un WhatsApp et en faisant des réunions tout le temps. Je vous conseille pas de commencer par des projets à distance parce que c'est quand même difficile d'avoir un résultat qu'on maîtrise, quoi, parce qu'on fait confiance à des gens qu'on connaît pas forcément. Donc, voilà, c'est pas recommandé, mais voilà. Quelles seraient les phases SVP? Je sais pas. Quelles seraient les phases Quelles seraient les phases, Cécile? J'ai pas compris ta question. Comment gérez-vous un chantier à distance? Bah, je vous dis, j'ai déjà eu cette question et chantier à distance, WhatsApp, rendez-vous de chantier sur WhatsApp, mais je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Pour les stages, les architectes peuvent accepter un stagiaire qui n'a pas ou très peu de spécialité en architecture. Qu'attendent-ils d'un stagiaire dans ce cas-ci? Alors, pour les stages, malheureusement, si vous savez pas faire AutoCAD et un peu de 3D, c'est vrai qu'on a tendance à pas vous prendre parce que le gros du boulot, c'est quand même de faire ça. Donc, ce qu'on attend d'un stagiaire, c'est qu'il soit efficace et qu'il décharge. Parce qu'on a plein de choses à faire. Donc, si vous savez pas du tout faire d'ordinateur, montrez que vous êtes top en organisation, que vous pouvez passer les commandes, gérer toutes ces choses-là, parce que sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué de prendre des stagiaires qui sont pas utiles, parce que ça prend de la place et effectivement, on a besoin d'aide. Quels sont les honoraires par phase approximativement, Laurence? C'est encore une question à laquelle je peux pas te répondre puisque ça dépend de ton projet. Mais par exemple, si tu dis que dans ton mois, tu veux gagner 4 000 € et que la phase APS, elle te prend 2 semaines, et ben tu factures 2 semaines, donc 2 000 €. Il faut calculer comme ça. Ça dépend de ton taux journalier que tu vas te fixer et du temps que tu vas prendre. Moi, mes phases, mes devis sont différents à chaque fois. Et je les calcule en fonction du temps que ça me prend. Et dedans, je dis combien j'ai d'aller-retour, et je peux dire autant d'aller-retour qu'il faut, ou je peux dire 2 allers-retours et après 7 ans. Ensuite, facturer au pourcent des travaux, au suivi de chantier. J'ai déjà répondu, je facture ni au pourcentage des travaux... bien au pourcentage des travaux pour le suivi de chantier. Non, pour le suivi de chantier, moi, je facture à la semaine, parce qu'un suivi de chantier qui est censé durer 2 mois et qui en dure 4, eh ben, on rentre pas dans ses frais. Donc, le suivi de chantier, il faut le facturer au temps passé. Et je vous recommande de faire ça. Vous avez parlé de phase tout à l'heure et du règlement par phase, Cécile. Oui, donc Cécile, quelles seraient les phases? Bah, règlement par phase, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, DCE, suivi de chantier.
Comment trouvez-vous les équipes qui vont réaliser votre projet? Alors en général, quand vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes très sollicité par les entrepreneurs. Donc ça, je pense que vous n'aurez pas de problème. Et sinon, il y a plein de salons spécialisés et vous tapez entreprise du bâtiment, vous demandez autour de vous, vous essayez de trouver des gens de confiance. C'est très facile de trouver des entreprises dans la construction. Ils demandent que ça. Ils démarchent beaucoup. Ok. Les logiciels les plus demandés, AutoCAD et SketchUp et Rhino. Si vous faites du Rhino, là, c'est encore mieux. Et franchement, c'est vraiment pas compliqué à apprendre Rhino. Sinon, SketchUp, ça va très bien. Pour un architecte d'intérieur, c'est mieux d'utiliser AutoCAD ou Revit. Alors, Revit, c'est plus pour les archis et c'est en agence. AutoCAD, c'est très très bien déjà. Il y a Archicad aussi. Ok, donc pour celle-ci, c'est bon. On va passer à la slide suivante qui est construire son réseau. Donc, comment construire son réseau? Alors, son réseau de partenaires, c'est-à-dire partenaire, c'est pas son réseau de clients, c'est son réseau de marques avec qui on a envie de travailler. Ça peut être le carrelage, ça peut être le bois, ça peut être les matériaux. Donc, ça peut être le mobilier, ça peut être voilà, pas mal de choses. Donc là, il faut aller sur les réseaux Instagram, il faut toujours regarder dans la presse ce qui se fait, les salons. Il faut se faire connaître sur Internet, c'est ça ce que je disais, parce que vous êtes démarché par les entreprises générales, mais aussi les entreprises générales, c'est pas mal de demander aux gens qu'on connaît si on connaît quelqu'un de confiance, parce que parfois il y a des très mauvaises surprises et il y a aussi des gens très malhonnêtes. Donc voilà, il faut quand même se méfier un peu dans ce milieu. Et attention, dans le réseau, il y a des plateformes de démarchage type Ooze. Alors eux, ils vous vendent des réseaux de clients. Par exemple, à Paris, ils vous vendent super cher des clients pour un quartier. Même pas pour la ville entière, pour la moitié du 6e arrondissement, vous avez des clients et il faut payer 400 € ou plus par mois. Donc moi, je vous conseille pas du tout d'adhérer à ces plateformes, c'est des gros arnaqueurs. En plus, les projets, c'est toujours des trucs ridicules, genre une demi-salle de bain à refaire, il n'y a pas du tout de boulot, enfin voilà. Et pour vous faire votre réseau de clients particuliers, si vous n'en avez pas du tout, bah, commencez en agence, faites-vous un portfolio et faites-vous un Instagram et parlez autour de vous à tous vos amis, tout le monde, et ça va venir petit à petit, ça fait boule de neige. Et si vous commencez déjà à en avoir, et ben faut construire comme ça. Il faut savoir que ça prend du temps et vous pouvez utiliser des partenaires entre guillemets, des amis qui ont des métiers où ils sont en contact avec beaucoup de gens pour parler de vous. Voilà, c'est un réseau, ça se construit tous les jours sur la durée ça prend du temps. Parfois, il n'y a pas de clients, donc c'est bien d'avoir un pied dans des agences pour mixer entre les deux. Alors, petite question. Comment fixez-vous vos prix? Eh bien, moi, mes prix, je les fixe par rapport à mon tarif journalier de 13 ans d'expérience par rapport à ce que je gagnais avant en agence et du coup tous mes prix je les fixe à peu près de cette façon, une journée de travail égale temps et du coup je multiplie par le phase voilà. Comment se passe le freelance pour un architecte d'intérieur? Bah, le freelance, c'est juste que tu es en agence, mais tu travailles sur une mission, donc tu vas travailler pendant 5 jours ou un mois. Mais du coup, tu peux travailler sur des projets plus courts, tu peux travailler sur, par exemple, des architectures commerciales qui sont beaucoup plus rapides ou des architectures éphémères, des pop-up stores, des choses comme ça. Tu peux travailler juste sur une phase tu peux faire un DCE une fois dans une agence. Donc le freelance, t'es en plus et tu viens pour des missions qui sont ponctuelles. Comment organisez-vous la liste de tous les contacts fournisseurs que vous avez? Il y en a beaucoup, alors on peut s'y perdre vite. Alors oui, c'est vrai. Les fournisseurs, ça change à chaque projet. Donc moi, je me souviens, si tu poses un parquet de un tel, en général, tu t'en rappelles. Donc voilà, après, tu peux faire un tableau Excel, mais moi, j'aime pas trop les tableaux Excel où j'oublie les gens. Quand il y a un truc que j'aime bien, je le place. Si je veux le garder, je prends un échantillon, je les range. Mais voilà, les fournisseurs, ça dépend si c'est... Après, tu peux faire Moi, j'aime bien faire des choses visuelles aussi, des petits dossiers avec par exemple, des mobiliers, des choses comme ça. Donc, tu peux ranger dans ton ordinateur par dossier. Moi,
je conseille encore une fois des choses visuelles plutôt que des tableaux Excel où on oublie les lignes. Et quand il y a un truc qu'on aime bien, bah, on prend un échantillon et on se fait une petite matériothèque. Excel ou Notion TB. Alors mince, qu'est-ce que c'est? Tu peux préciser. Alors attendez. Alors, je suis artisan designer spécialisé dans le cuir. Si ça intéresse les archis, et bah Flora, oui, ça intéresse les archis. Tu peux essayer de les démarcher. C'est une très bonne idée. Ils auront peut-être envie de faire des choses avec toi. J'hésite à me reconvertir en archi justement. Et ben c'est complètement un autre métier. Mais effectivement, ça peut être très intéressant, Flora, pour toi d'utiliser son savoir-faire parce que les archis, ils adorent travailler avec les artisans. Donc, si tu as double casquette, ça peut être super intéressant et je t'encourage à le faire. Et je pense à un petit projet chez Anne-Sophie Pic dans le restaurant. Il y a un mur entier fait avec du cuir ciselé, etc. Je ne sais pas si c'est l'architecte d'intérieur qui l'a fait ou qui a fait appel à un artisan, mais tu vois, tu pourrais faire des... Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de projets en cuir qui sont sublimes. Donc Flora, je te souhaite une très belle carrière d'architecte si ça te branche. Alors, SketchUp ou autre programme, oui, moi j'aime bien Rhino en 3D. C'est plus précis que SketchUp et il y a plus de flexibilité. Alors, ensuite, Fabienne, peux-tu préciser, j'ai plus ta question, Fabienne, le temps. Non, je précise pas mon prix parce que je suis à Paris et que ça dépend de chaque personne. C'est à vous de voir. Quand vous en serez à 13 ans d'expérience, vous donnerez vos prix. Je peux juste vous dire que les juniors, par exemple, je sais que c'est 250 €, 200 € une journée dans ces eaux-là. Mais après, c'est à vous de dire combien vous valez. Si vous avez 10 ans d'expérience d'un autre métier et que vous voulez gagner tant, en fait, c'est vous qui fixez vos prix. Donc c'est très personnel. Moi, j'ai remarqué que je mets pas trop cher non plus parce que je bosse plus. Si je mets très cher, je bosse peu et on va me demander beaucoup. Et si je facture un prix qui est cool et vraiment sympa, on me fait bosser tout le temps, on me compte pas mes jours et voilà. Après, c'est à vous de voir. Après trop 5 projets avec les mêmes fournisseurs, est-ce que c'est bien de toujours garder les mêmes ou aller chercher plus? Bah non, tu vas chercher plus. Pourquoi tu resterais avec les mêmes? Sauf si tu es très contente de quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais si tu as envie de changer, il faut changer. Du coup, on peut être auto-entrepreneur ou en ERL et bosser en agence sur des missions. Bah non, tu peux pas être auto-entrepreneur et avoir ta société. Soit tu es auto-entrepreneur, soit tu as ta société. Mais si tu es auto-entrepreneur, tu peux bosser à ton compte. Et tu peux avoir des missions en agence, c'est ce que moi je fais. Alors, le taux horaire, j'en sais rien du taux horaire. Moi, je calcule en journée, Fabienne. Salarié en agence, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe comme je vous ai dit, exactement pareil, sauf que vous avez une équipe et beaucoup plus de gens. Est-ce que tu prends un pourcentage sur les travaux? Non. Pourront revoir la vidéo? J'ai loupé le début. Oui, tu pourras, Christelle. J'avance un peu parce qu'il ne reste pas beaucoup de... Enfin, il faut qu'on avance. La formation doit être reconnue par l'État, comme les diplômes. Alors, pas forcément. Vous savez quoi? On me demande jamais mon diplôme. Donc, franchement, je ne sais pas, reconnu par l'État, à quoi ça sert. Alors, Fabienne en MP, oui, Fabienne, tu pourras m'écrire si tu veux. Bien sûr. Alors, Rhino 3D, ça s'écrit comme ça. Oui, tu trouveras Rhino. Ok, on passe à la suite. Alors, travailler à son compte ou en entreprise. Donc, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Travailler en entreprise, donc ça vous permet d'apprendre plus vite parce que vous êtes encadré, il y a des gens qui ont plein d'expérience qui vont vous donner des tuyaux aussi bien sur les logiciels que sur les chantiers, que sur la façon de travailler. Donc c'est pas mal pour commencer de travailler en entreprise. Ça vous fait des revenus stables, donc ça c'est quand même top parce que dans l'autre cas, quand on est à son compte, on sait jamais vraiment, c'est jamais sûr. Ensuite, ça vous donne un cadre avec des journées très structurées et vous avez des collègues et une équipe, donc c'est très sympathique. Alors après, effectivement, quand on est en entreprise, on est aussi un peu obligé d'être là tout le temps, on a moins de liberté, mais c'est quand même
vachement bien, moi je trouve, pour commencer, parce que ça vous apprend vraiment le métier et ça vous donne un cadre et une équipe qui sont très sympas. Quand on est à son compte, donc on a une grande liberté, c'est sûr. On a aussi une liberté de création, parce qu'en entreprise, on a un brief, on a un style à respecter. Donc quand on est à son compte, on peut faire plus de choses comme ça. Mais évidemment, on n'a pas forcément des revenus stables et on doit développer son réseau de clients. Donc ça, c'est compliqué. Et il faut faire aussi attention à mesurer son temps de travail. On ne se rend pas toujours compte et ça, c'est un peu le piège. Alors quand on est en entreprise, on est bien cadré, donc ça permet d'aller plus vite. Ensuite, les questions. Donc, alors, est-ce que tu prends un pourcentage sur les travaux réalisés par les artisans en tant qu'apporteur d'affaires? Non, 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 non. Moi, je prends pas les micmacs de pourcentage et d'apporteur d'affaires. Je trouve que c'est pas cool. En fait, c'est pas transparent ni pour le client, ni c'est pas bien de prendre de l'argent sur quelqu'un. En fait, chacun fait sa prestation et voilà. Essayez pas de faire ce genre de petit trafic pour vous farcir 200 € à droite à gauche. C'est vraiment pas, c'est pas classe. Et en plus, quand les clients ils l'apprennent, en général, ils sont pas contents. Donc moi, je vous invite à mettre une ligne dans votre devis en disant pour la mise en contact et vous demandez la somme de 100 €, 1000 €, je sais pas, à vos clients. Mais ne prenez pas sur le salaire des autres, c'est pas une bonne façon de faire, je trouve. Et soyez très transparent avec les frais. Plus vous l'êtes, plus ça se sait, plus vous êtes éthique, plus vous êtes transparent, plus vous êtes droit, plus on vous recommande. Donc ne faites pas les petites combines. Ensuite, ok, du coup, tu as le statut entrepreneur est le meilleur pour pouvoir travailler en freelance et en agence, mais du coup, ça limite à combien? Je crois que c'est 70 000 € pour passer en société. Et je ne suis pas dans la finance et dans ces choses-là, je ne suis pas comptable, je peux pas trop répondre à toutes tes questions, mais je crois que c'est 70 000 € pour atteindre le plafond, donc tu as de quoi faire quand même. Et si tu l'atteins, et bah, bravo à toi et tu pourras passer en société. Et je pense qu'il y aura moyen de travailler en agence quand même, si tu veux. Alors, on demande le diplôme pour les assurances. Oui, il me semble, on va y venir. Connaissez-vous le logiciel Procrete? Non, je ne connais pas. Si on déplace le plafond, tu en parleras à ton comptable. Il faut qu'on avance, hein. Quelles sont les entreprises qui recrutent? Alors là, les entreprises qui recrutent, vous avez des sites où il y a des annonces. Il y a le Design Fax, il y a le site Dizine. Ça, c'est à vous d'aller chercher les entreprises qui recrutent et souvent, il faut envoyer des candidatures spontanées parce que les grosses entreprises cool, ils mettent même pas d'annonce tellement ils ont de gens qui se présentent. Y a-t-il de la demande en entreprise? Oui, il y a de la demande en entreprise et il y a aussi les plateformes de recrutement d'archi intérieur. Donc ça, oui. Savez-vous s'il existe des formations en alternance? Je n'y connais rien en formation, je ne peux pas vous conseiller. Quelle catégorie d'entreprise embauche les architectes d'intérieur? Toutes. Ça peut être le design intérieur haut de gamme, hôtel, commercial, toutes. Je suis en reconversion, j'aimerais faire un stage. Je peux pas te recommander une agence. Je n'en sais rien. Il faut que tu essayes. Plus elles sont grosses, plus elles prendront des stagiaires qui sont au tout début. C'est mon conseil. Moins vous y connaissez, moins vous êtes utile, plus je vous encourage à aller dans des très grosses agences parce que eux, ils ont le budget pour prendre des gens et les former. Alors qu'une petite agence, on a besoin de gens très efficaces. Ok. Yasmine, 72 000, 16 600. Génial pour toi, Yasmine. Eh ben, je sais pas. Ah, c'est le plafond, j'imagine. Ok. Quand tu achètes du mobilier pour un chantier, prends-tu une commission? Est-ce que ce n'est pas un problème d'acheter? Alors ça, moi, j'achète pas pour revendre, mais il y a une histoire de TVA et ça, pour ça, il faut avoir son entreprise. Si vous voulez acheter du mobilier pour le revendre, c'est avec son statut d'auto-entreprise. Une plateforme de recrutement à me recommander, j'en ai pas trop. Regardez sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a pas mal de choses. Ok, on passe à la suite. Alors, la charge mentale. Alors, on peut vite être... Non, je fais n'importe quoi. On peut vite en avoir beaucoup de charge mentale. On peut faire un hôtel et avoir l'impression que le projet il repose sur nos épaules et ne pas endormir.
Donc voilà, donc il faut se rappeler qu'on sauve pas des vies, il faut se rappeler que c'est juste un métier, qu'il n'y a pas d'urgence à choisir un carrelage, qu'il n'y a pas d'urgence à passer une commande de fenêtre. Enfin vraiment, ça paraît drôle de dire ça, mais parfois il y a des pétages de câbles de la part des clients, il faut commander tout de suite maintenant, alors ne vous laissez pas mener par ce stress et voilà, il faut savoir couper le soir, il faut savoir prendre du temps pour soi, parce que comme on a besoin d'être très concentré et très organisé, si on part dans tous les sens et qu'on prend cette charge mentale, on fait que des erreurs. Alors, l'assurance décennale. Alors ça, c'est une vraie question un peu compliquée, enfin pas compliquée, mais vous allez voir. L'assurance décennale, ça veut dire prendre la responsabilité du chantier. Donc ça veut dire je fais un plan, je le signe, si j'ai mis la salle de bain au mauvais endroit, c'est mon problème et c'est moi qui paye l'assurance. Donc cette assurance, elle a un certain prix. Et en même temps que vous avez l'assurance décennale, il y a une adhésion qui est le Conseil des architectes d'intérieur, le CFAI, qui est très conseillé. Donc c'est l'ordre des architectes d'intérieur. Ça a aussi un certain prix. Donc vous pouvez choisir de faire ça. Mais vous pouvez aussi ne pas le faire, vous alléger un peu de cette responsabilité, vous alléger de ces cotisations qui sont pas rien du tout et vous placer simplement en prescripteur décorateur. Et donc, c'est-à-dire que vous laissez l'entreprise générale prendre l'assurance, vous laissez le client, vous lui faites signer les plans et vous mettez bien sur vos plans que c'est à titre de conseil décoratif, que ce ne sont pas des plans de mise en œuvre et vous ne payez pas cette assurance. Donc, tout dépend de là où vous en êtes. Si vous travaillez, vous êtes, comment on dit, il y a des gens qui s'accordent avec l'entrepreneur et qui, voilà, donc ils ont l'assurance décennale, etc. Mais moi, il y a plein de chantiers où j'ai pas l'assurance décennale parce que je veux pas prendre cette responsabilité, que c'est trop coûteux et du coup ça n'est plus rentable pour moi et il y a trop de responsabilités et à ce moment-là je fais signer ces papiers et je m'en décharge et je me place plutôt en décorateur. Alors évidemment c'est pas des chantiers où j'ouvre des murs porteurs et je fais des choses compliquées. Donc voilà, les deux options ont des avantages et des inconvénients. Alors ensuite, on avance un peu, hein. Après on va faire les questions. S'associer ou non, encore une grande question. Donc pourquoi pas s'associer? C'est une très bonne idée, il faut juste bien choisir son associé, le connaître. On ne prend pas quelqu'un qu'on connaît depuis 5 minutes, ça semble évident. Il faut cadrer la chose avec des contrats, parce que si jamais vous vous disputez, si jamais vous vous séparez, si jamais vous déménagez, si jamais quoi que ce soit, voilà, cadrer tout avec des contrats et on peut s'associer avec son partenaire de vie comme on peut s'associer avec son meilleur ami, il n'y a pas de règle. Moi je vous ai donné 2 duos, j'étais à l'école avec eux, Ovette et Madani, eux ils sont amis et eux c'est Festen, et ben eux ils sont ensemble, c'est un couple. Voilà. Alors ensuite, faut-il savoir dessiner? Ça c'est une vraie question qui revient énormément. Eh bien, je vais vous décomplexer qu'il n'y a pas du tout besoin de savoir dessiner. Si vous savez dessiner, c'est formidable. Mais si vous ne savez pas dessiner, vous montez vos paires sur SketchUp et vous mettez une table lumineuse ou un calque. Vous pouvez redessiner par-dessus. Et si vous n'aimez pas du tout dessiner, vous faites un rendu. Sur les chantiers, vous pouvez faire des petits croquis. Voilà, faut être décomplexé. Ce qu'on fait, c'est du pratique, c'est de la réalisation. C'est pas un concours de dessin. Donc, franchement, pas de complexe. Allez-y tranquille. Alors... Est-ce qu'il y a des questions? Une plateforme de recrutement, contraste-tu des difficultés d'approvisionnement en matériaux et meubles? Ah oui, en ce moment, écoute, oui, il y a eu des problèmes sur le bois, les cuisines, c'est très long. Oui, il y a des choses, mais bon, il faut toujours prévenir ses clients, ne jamais s'engager sur des délais. Alors ça, je vous l'ai pas dit, mais ne jamais dire oui, dans 2 mois c'est pris. Il faut dire dans 2 mois, si tout va bien, c'est pris, sous réserve que la commande blablabla, et ne jamais s'engager sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Quand on ne maîtrise pas la commande de carrelage, quand on ne maîtrise pas le maçon, etc. On s'engage. Moi, je m'engage sur mes propres délais à moi, c'est-à-dire j'aurais fait telle étape, j'aurais fait tel truc, mais je m'engage pas sur un délai de livraison de chantier qui dépend de plein d'autres choses. Donc voilà.
Donc tu n'as pas de décennale. Non, moi je suis ni en société ni en décennale, moi je suis en auto-entrepreneur et pour le moment ça me va très bien comme ça parce que je travaille à moitié en agence, à moitié sur mes chantiers, je fais pas des gros chantiers et c'est mon choix. Après, si je fais un chantier d'hôtel, bah non en fait si je fais un chantier d'hôtel, en fait je vais m'associer avec un constructeur qui prendra tout. Donc non. Peut-on tout faire sur SketchUp? AutoCAD est très cher. Alors AutoCAD, tu peux avoir une version étudiante il me semble qu'il y a des cracks, je devrais pas dire ça, mais c'est pas si compliqué à avoir. Pour apprendre la version étudiante, tu devrais pouvoir la trouver gratos. Et non, tu peux pas. Enfin non, si tu veux travailler en agence, AutoCAD c'est les plans, SketchUp c'est la 3D. Après, ouais, j'en ai vu qui travaillaient sur SketchUp, donc c'est un peu comme on veut, quand on souhaite. Donc là, c'est presque fini. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y, posez vos dernières questions. On va rester encore 5 minutes. Donc, idem pour la décennale, si on pouvait avoir plus de détails. La décennale, eh ben, l'assurance décennale, j'ai pas compris, Yasmine, tes détails sur pas tout compris sur lesquels. Bah, la décennale, c'est soit tu la payes, en fait, tu payes l'assurance. C'est comme une assurance habitation, l'assurance décennale. Donc, tu vas la payer tous les mois. Et ça veut dire que quand tu fais un chantier, tu payes ton assurance au cas où il y ait une fuite, je ne sais quoi. Et donc, tu peux choisir soit d'avoir cette assurance qui t'engage et qui engage ta responsabilité quand tu fais le chantier, soit de ne pas la prendre, mais du coup, tu ne te places pas en tant qu'archi d'intérieur, mais tu te places en tant que conseil décoration. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais un croquis ou un plan, c'est jamais un plan d'exécution qui doit être mis en œuvre. C'est un plan de conseil. Et si un entrepreneur il a envie de prendre la responsabilité et de mettre en œuvre ce plan, c'est à lui de vérifier que tout est conforme et c'est à lui de prendre en charge la responsabilité s'il y a une malfaçon. J'espère que c'est plus clair sur la décennale. Ensuite, pour protéger un chantier, la décennale doit être contactée avant la signature. Oui, c'est avant. Il y a DraftStyle qui fait du DWG. Avec quel matériel travaillez-vous? Clara, le matériel, je ne sais pas si tu veux dire informatique ou si tu veux dire, je ne sais pas ce que tu veux dire, Clara, tu peux préciser. Il paraît que même si on n'a pas signé le plan, on est même responsable à partir du moment où on a mis un pied sur un chantier. Ça, c'est n'importe quoi. En revanche, tu es responsable si tu n'écris pas que c'est à titre de conseil décoration. Si tu écris rien, c'est mal entendu. Donc, en fait, c'est ta faute. Mais si tu écris que c'est pas une mise en œuvre, mais que c'est juste un conseil, tu n'es pas responsable. Et tu peux très bien mettre un pied sur le chantier. Enfin, peut-être que tu as eu des soucis, mais moi, j'ai jamais entendu ça. On peut avoir un exemple de fiche technique complète, détails techniques, maçonnerie. Alors, j'ai pas un carnet de DCE là à vous montrer, mais tapez plan technique dans Google de maçonnerie si vous voulez avoir un détail technique. Après, tout le monde n'est pas capable de faire un détail technique, c'est des choses qui s'apprennent, que vous pouvez apprendre en agence, voilà. Le coût par mois de cette assurance, j'en sais rien parce que je l'ai pas, mais je sais que ça coûte super cher. Parle-nous des charges. Si un client est OK pour ton projet, il doit payer 50% au début, non pour l'achat des meubles, tout ça. Alors moi, les clients, ce que je fais, c'est que mes honoraires, en fait, je les fais payer par phase, et c'est-à-dire que au premier rendez-vous, je lui fais payer toute la phase. Comme ça, il me prend pas la tête sur le reste de la phase et j'ai tout mon... Je suis payée. Et pour les meubles, moi je leur prépare leur liste d'achat et après ils n'ont plus qu'à passer commande et parfois je passe les commandes pour eux au téléphone. Mais j'achète pas les meubles pour les clients. Non. Une petite grille au niveau des salaires en agence, début de carrière, milieu de salaire. Alors moi, il y a 10 ans, 13 ans, j'étais en freelance. Et j'étais à 2300 € en auto-entrepreneur en début de carrière. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui. C'était mon salaire de début de carrière. Je vais faire une reconversion. Je ne sais pas ce que je vais absolument trouver dans le contenu d'une formation pour choisir. Tu vas absolument trouver dans le compte. Alors, si tu dois choisir une formation, tu choisis une formation où tu apprends à la fois
AutoCAD et ce genre de choses, les logiciels techniques, et aussi prenez les choses les plus pratiques en fait. C'est là où vous allez apprendre quelque chose parce que je pense que si vous en arrivez à faire des formations, c'est parce que ça vous intéresse déjà. Donc les cours de couleur et de matière, et quand c'est que ça semble un peu c'est bien, c'est important, mais pas suffisant. Prenez des choses où il y a un peu de choses que vous ne maîtrisez pas. Oui, informatique. Combien de temps pour maîtriser un logiciel 3D? Lequel conseillez-vous? Je vous conseille Rhino, je suis toujours sur la même chose. Combien de temps? Je dirais 6 mois maximum. Enfin, si vous n'êtes pas trop mauvais en ordinateur, vous pouvez y arriver en 1 mois avec des tutos et super à l'aise en 6 mois. Utilisez-vous une tablette graphique? Pas du tout. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent. Moi, je suis pas du tout tablette graphique. Comment savoir le style d'architecture intérieure que ton client veut? Eh ben, faut lui proposer des mood boards et du coup, ça peut l'aider à se diriger. Quel matériel informatique utiliser? Moi, j'ai un ordinateur avec un double écran. Voilà. Mais les clients profitent de vos prix pro. Alors moi, comme j'ai pas de société, j'ai pas de prix pro sans TVA. 800 € par an pour peinture en décennale déjà. J'ai pas compris, Clem. Alors, donc, est-ce que Vectorworks, oui, c'est un programme efficace. Peut-on se former correctement à distance? Oui, tout à fait. Bon, écoutez, il est 21 h. Je vais devoir arrêter. Je vous remercie énormément pour votre intérêt. Si jamais vous avez des questions autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je répondrai avec plaisir. J'ai été ravie de tous vous accueillir. Et j'espère avoir pu vraiment répondre à vos questions. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très belle suite dans ce que vous faites. Au revoir.